Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour déjà une 426e rencontre Vlil. Et ce soir, c'est donc avec Charles Aubert qu'on va passer la soirée pour son roman L'étoile d'après aux éditions Istia et compagnie, une maison qu'on suit depuis déjà très longtemps. On essaye d'inviter un maximum d'auteurs de cette maison parce qu'on aime particulièrement les auteurs qu'ils choisissent. Alors déjà, bonsoir Charles. Bonsoir Anthony, bonsoir à tout le monde derrière son écran. Alors L'étoile Ouais, moi- d'après, oui, c'est je un... voulais dire juste que j'étais très heureux de participer à cette rencontre. C'est la deuxième et voilà, c'est toujours un grand plaisir. Voilà, donc je pense qu'on va passer un bon petit moment tous ensemble. Eh ben, on l'espère, merci Charles. L'étoile d'après, c'est un chant qui se déplie dans les doigts comme une carte usée de la mer. Simon, enfant du Donegal, et sa sœur Zoé, dans les années 1980, sur une plage secrète, Laker Creek, inventent des rituels et sauvent, à côté de ça, un phoque nommé Fluffy. Ils dessinent des constellations avec des coquillages. Autour d'eux, l'Irlande du Nord gronde, un frère engagé, une famille meurtrie, une histoire nationale qui heurte l'intime. À la fois récit d'initiation et chronique familiale, le livre pose la perte comme forme première de l'enfance. Charles Aubert y tisse la nostalgie et la colère, la tendresse et l'ironie, dans une langue qui sait se faire clair-obscur. L'écriture rassemble petits objets, rituels, noms, gestes, et en fait des contours où se loge la mémoire. Le drame qui survient, ou plutôt les drames qui surviennent, rompent la fiction du jeu et obligent au retour, à la commémoration et à la réparation. Ce n'est pas un simple roman historique, car il interroge la façon dont l'histoire, avec un grand H, entre en nous et nous sculpte. De la trilogie chromatique Bleu Calypso, Rouge Tango, Vert Samba, à Danser encore, pour lequel on vous avait invité, Charles, et Tala Yuna, l'auteur navigue entre souffles populaires et archives intimes. Ici, il retourne à la famille, à la mère, au rituel d'enfance comme ultime laboratoire d'imaginaire. La voix de Simon, souvent en retrait, parfois incandescente, serre un regard qui mesure l'amour et le regret. Les scènes d'enfance résistent au temps, là où l'Irlande n'est pas seulement décor, mais état d'âme et géographie morale. La beauté fréquente la violence, là où les étoiles servent de consolation. Alors comment vivre après l'effondrement des rituels fondateurs? Car ici, ce roman refuse la grandiloquence, il préfère la précision de petits moments. Sa chaleur provient d'un mélange de causticité, d'humour et d'une grande tendresse pour ses personnages. Il promet une traversée, des rivages du Donegal aux blessures et maladies familiales qui laissent une trace lumineuse, mais lire l'étoile d'après, c'est accepter d'être guidé par une petite main fragile dans une grande histoire, là où l'on reconstruit les étoiles après la nuit. Que le lecteur soit ami de la mer ou étranger aux tempêtes, il trouvera ici une brûlure qui lui parlera. Alors bonsoir Charles, et donc je suis ravi de vous retrouver pour ce roman qui est véritablement une grande saga, une saga familiale, une saga difficile dans cet univers irlandais dont on va longtemps parler ce soir. Déjà, la première chose, c'est vous arrivez toujours à vous réinventer constamment, roman après roman. On sent votre patte, on sent votre univers, on sent vos mots justes, et à la fois, à chaque fois, l'histoire diverge, l'histoire vacille constamment à travers ces failles familiales. Qu'est-ce qui a déclenché l'étoile d'après? Alors, moi déjà, je n'arrive à écrire que ce que j'ai envie d'écrire, donc c'est vrai que je me laisse toujours guider par mon intuition parce que vous savez quand on écrit un roman, on va passer un an et demi avec les mêmes personnages, donc à chaque fois c'est pour plusieurs mois, donc j'ai vraiment envie à chaque fois de m'embarquer dans cette aventure avec des personnages qui vont me toucher et avec qui je saurai passer du bon temps. Donc effectivement, l'étoile d'après, c'est un petit peu une longue histoire. C'est-à-dire depuis que j'ai commencé à écrire, c'est-à-dire tardivement, je savais qu'un jour ou l'autre, j'écrirais un roman qui se passerait en Irlande parce que c'est un pays qui me tient à cœur et un roman dans lequel j'effleurerais un petit peu mon histoire personnelle, mais en la romançant bien évidemment, hein. Mais disons, je suis parti du postulat de départ qui était le mien quand je suis né, c'est-à-dire et quand j'ai grandi plutôt, c'est-à-dire pris coincé entre deux très fortes personnalités qui étaient mon grand frère et une petite sœur.
Donc j'ai essayé moi de trouver ma place dans ce schéma familial et Simon en fait et c'est un petit peu une comment dire Un une avatar? image. Ouais, voilà, de ce que j'ai pu être. Mais alors, bien sûr, avec un roman, hein, c'est un roman, c'est pas une autobiographie. Vous avez pas affaire ici à de l'autofiction, hein, c'est vraiment un roman avec, j'espère, quand on le lit, la sensation que des fenêtres sont ouvertes et qu'on va, voilà, et qu'on respire à plein nez. Et voilà, c'est vraiment pas un roman écrit autour de mon nombril, c'est vraiment un roman. Voilà, je veux vraiment insister là-dessus. Et ça se sent, mais en même temps, on sent aussi des choses extrêmement personnelles. On voit que Simon vous ressemble, en tout cas, je ne savais pas que c'était votre histoire personnelle, mais peu importe, en tant que lecteur, on le ressent. Pourquoi vous avez décidé de choisir Simon comme point d'ancrage, comme point d'attache du récit, plutôt qu'un regard plus périphérique, plus omniscient? Bah, comme je vous disais précédemment, j'avais vraiment envie de raconter cette histoire avec la voix de Simon, avec la voix donc, de ce personnage qui a quelques traits en commun avec moi, bien évidemment. Et parce que ça parle au-delà de cette histoire de famille et de la façon dont on va trouver sa place dans une fratrie, mais la façon aussi dont on va essayer de trouver sa place dans la vie. Moi, je sais que ça n'a pas toujours été facile. J'ai toujours un petit peu de difficulté à m'insérer, à trouver pourquoi j'étais fait. Je l'ai trouvé tardivement finalement parce que je pense que c'est l'écriture. Mais voilà, j'ai toujours un petit peu été, je me suis, j'ai évolué dans la vie un petit peu en me laissant guider un petit peu par le vent par moment. Et voilà, et j'avais envie vraiment de raconter cette histoire avec sa voix à lui. Et finalement, dans mes autres romans, dans la trilogie initiale, Nils Hogan, c'était aussi un personnage qui avait, je pense, aussi certains points communs avec Simon. Et comme le narrateur de Talayuna aussi. Et alors Danser encore, il y a certainement moins de points communs. Mais voilà, ouais, ouais, c'était vraiment la volonté que j'avais. Vous savez, quand on commence à écrire un roman, il faut commencer par se poser des questions. Et parmi ces questions, il faut se demander comment on va, de quelle façon on va raconter cette histoire, justement, avec quelle voix, quels moyens, quel, quel style d'écriture aussi, quelle langue. Voilà, donc tout ça. Alors j'espère qu'on reconnaît mon style à travers mes différents romans, mais j'essaye vraiment à chaque fois voilà, d'essayer au plus près, d'aller au plus près de la vérité émotionnelle. Et pour ce faire, j'ai besoin véritablement de trouver le rythme du récit et de trouver déjà le bon narrateur et trouver ce rythme-là. Voilà, donc sur l'étoile d'après, comme sur tous mes autres romans, c'est ce que j'essaye vraiment de faire dès le démarrage en fait. Et puis ce lieu, cette Irlande, vous venez de dire que c'est un lieu qui vous tient à cœur, avec lequel vous avez sûrement une histoire aussi. Racontez-nous pourquoi vous êtes aussi attaché à ce pays-là et pourquoi vous avez décidé de choisir ce moment-là, ce moment crucial évidemment dans l'histoire de l'Irlande, avec notamment l'IRA. Alors, en fait, moi, j'ai une grand-mère qui était originaire d'Irlande. Donc, c'est un pays qui m'a toujours attiré. Je l'ai pas connu, cette grand-mère. Et j'ai été plusieurs fois en Irlande. Et c'est vrai que c'est un pays dont j'aime profondément les paysages, mais aussi les gens. Bah, c'est un pays merveilleux. Quand vous allez dans un pub, quand vous allez en France, dans un bar, vous avez des photographies de footballeurs dans le meilleur des cas. En Irlande, vous avez des photographies de poètes. Donc, pour quelqu'un qui est passionné par la lecture et par la littérature, bah, c'est rassurant. On a l'impression que toujours qu'on est un petit peu chez soi quand on va en Irlande. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Et c'est vrai que, comme je vous le disais précédemment, depuis le début, je savais que un jour ou l'autre, j'écrirais un roman qui se situerait dans cette Irlande-là. Après, tout le contexte historique. Alors, c'est pas un roman sur les événements liés à l'IRA. C'est vraiment alors, peut-être un peu plus qu'un décor de fond, mais quand on parle de l'Irlande dans cette période, dans ces années-là, on est obligé forcément surtout dans le Donegal, de faire référence à ce qui se passait au niveau historique, parce que c'était des événements qui ont été prégnants, qui durent depuis des années et qui, bon, aujourd'hui, qui sont un petit peu derrière les Irlandais, mais qui pendant longtemps ont contribué justement à leur façon d'être aussi. Donc voilà, c'était un passage obligé
d'évoquer effectivement The Trouble, quoi, la guerre qui avait en Irlande du Nord. Et puis on a le Donegal, en effet, cette province de l'Ulster. Racontez-nous qu'est-ce qui s'y passe finalement dans ces années-là. Quelle est cette odeur, ces sensations dans ces années-là, mais également peut-être aujourd'hui, si vous y êtes allé récemment aussi. Qu'est-ce qu'il se passe dans cette région? Qu'est-ce qui la distingue d'autres régions peut-être d'Irlande ou d'ailleurs? Mais qu'est-ce que vous ressentez quand vous allez là-bas? Ben, c'est une région qui est totalement en frontière avec l'Irlande du Nord. Donc effectivement, tous les événements qui pouvaient avoir lieu là-bas avaient une densité et une présence particulière. Quand vous allez dans le Kerry, par exemple, dans l'extrême sud-ouest, effectivement, on est à l'opposé de l'Irlande du Nord, et c'est une région peut-être plus touristique aussi. Donc effectivement, dans ces années-là, les événements de l'IRA étaient certainement un peu moins prégnants, un peu moins présents. Alors que dans le Donegal, c'est vraiment c'est vraiment juste à côté de l'Irlande du Nord, et c'était une région aussi dans laquelle les membres de l'IRA venaient se mettre à l'abri. Donc, ça a impacté certainement plus fortement les habitants du Donegal que les habitants des autres comtés d'Irlande. Et puisque c'était la deuxième partie de votre question, je suis désolé, je suis un petit peu fatigué. On est dimanche soir, vous m'excuserez. C'était vos sensations par rapport à ce pays-là et si vous y étiez allé récemment, si, Ah non, si la région a non, évolué ou pas. non, moi je suis pas allé récemment, hein. Ça fait un petit moment que j'ai pas été en Irlande. D'ailleurs, ça me manque, et il faudra que je trouve le moyen d'y retourner rapidement. Mais alors peut-être à travers ce livre, justement, ça serait un juste retour des choses. Mais effectivement, non. Après, oui, aujourd'hui, c'est une histoire qui est un petit peu derrière les Irlandais. Enfin, j'espère en tout cas. Et il y a plus d'actes de terrorisme. Euh, et, et aujourd'hui, voilà, c'est un pays qui est quand même plus apaisé. On sait que dans quelques années, certainement, il y aura à nouveau le sujet sera à nouveau brûlant, puisqu'il y aura certainement des, des votations pour voir si l'Irlande du Nord se réintègre à l'Irlande ou pas. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas il y a pas de violence, à ma connaissance en tout cas. Alors, je suis pas à l'actualité au jour le jour. Je suis plutôt déconnecté des événements, donc, mais à ma connaissance aujourd'hui, voilà, c'est un pays qui est plus apaisé. Et heureusement. Alors, à côté de Simon, alors Simon, c'est le narrateur, Simon, c'est le bon élève, c'est le sage, mais pas réellement le sage en réalité, puisque sa sœur, qui a 2 ans de moins, Zoé, irradie vraiment encore plus le texte. On a l'impression que c'est véritablement elle, aussi l'héroïne de ce texte-là. Est-ce que vous pouvez décrire peut-être la genèse de ce personnage-là, qui n'est donc pas vous, pour le coup, c'est Zoé. Elle a beaucoup d'intelligence, elle est plutôt extrêmement convaincante, notamment vis-à-vis des adultes, alors elle est finalement extrêmement jeune, elle est à peine adolescente au tout début du livre, elle a 11 ans, puis 13 ans. Bref, c'est un personnage extrêmement puissant, qui a beaucoup de caractère, qui a beaucoup de puissance, mais surtout beaucoup de poésie aussi. Elle sait contempler, elle sait prendre le temps des choses, c'est une sorte de pré-adulte, véritablement. On a l'impression que c'est elle la force pensante de cette fratrie. Qu'est-ce qui se cache derrière Zoé qui se fait appeler Bzoing ou Bzoing? Zwing. Oui, Bzoing. bah, c'est un personnage attachant. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai voulu comme ça, et c'est comme ça que j'ai vécu avec elle pendant un an et demi. C'est un personnage qui est lumineux, qui est particulier, et c'est vrai, dans mes autres romans, il y a souvent des personnages féminins qui sont aussi très forts. Et de toute façon, je m'aperçois que quand j'aime un roman, parce qu'avant d'écrire, je suis avant tout un lecteur, quand j'aime un roman, souvent, je me rappelle plus de l'intrigue, ou vaguement, mais il y a une chose que je garde toujours en tête, c'est les personnages. Quand j'ai la chance, dans une lecture, de rencontrer des vrais personnages, enfin des personnages qui marquants, voilà, c'est ceux que je retiens, moi, de mes lectures, avec le style, bien sûr, d'écriture. Donc voilà, donc vraiment, je m'efforce effectivement de donner vie à ces personnages, et c'est assez facile finalement, puisque comme je vous disais, quand on démarre,
un roman, on a des nouveaux personnages, on apprend à les connaître. Au début, on les connaît pas trop, justement. On sait pas trop comment ils fonctionnent. Et puis, avec les semaines, avec les mois, ben, on arrive à, ils se définissent de mieux en mieux. Alors, c'est un petit peu, on dirait, c'est un petit peu un propos un peu schizophrénique, vous m'excuserez, hein, mais c'est vrai, c'est un petit peu comme ça que je ressens, moi, l'écriture. C'est-à-dire que, voilà, on passe du temps, il nous habite toute la journée quand on va travailler, quand on va faire du sport, quand on prend sa douche. Et c'est vrai que, ben, au bout d'un moment, finalement, bah, ils sont presque aussi concrets que les gens qui nous entourent dans la réalité. Et ce personnage, voilà, je voulais que ce soit un personnage particulier, un personnage fort. Moi, voilà, c'est le genre de personnage qui m'intéresse, qui me touche au plus profond de mon être. Et voilà, c'est avec ces personnages-là que j'ai envie de passer du temps, et dans la réalité aussi d'ailleurs. Et c'est avec et c'est de ces personnages-là que j'ai envie, que j'ai envie voilà, de propulser dans mes romans. Et on a le grand frère, Rudy, qui est un peu Oui. l'élément déclencheur, l'élément perturbateur. Il fallait forcément, aussi dans cette fratrie-là, il y a en effet une complicité qui est mesurée entre Zoé et Simon au début. Et Rudy de l'autre côté qui prend beaucoup de distance, qui est un peu, bah, c'est celui qui va déclencher aussi pas la dissolution d'une famille, mais en tout cas le préambule à la dislocation d'une famille. Il est en fuite pendant longtemps. Il revient à un moment donné chez lui, pas forcément pour faire des choses bien, c'est évident, mais c'est aussi tout ce rapport fraternel entre cette fratrie-là, entre ces deux frères qui ont beaucoup de pudeur, parce que c'est aussi un roman sur la pudeur des sentiments, la pudeur des émotions. C'est une famille irlandaise à Carman, alors en effet avec des origines peut-être pas forcément irlandaises, mais euh, il y a cette pudeur entre frères, entre sœurs. Même si Rudy et Zoé sont plutôt proches sans l'être véritablement, mais comment vous avez travaillé cette fratrie-là sur les rapports entre frères et sœurs, sur cette pudeur, sur cette intimité et sur ces émotions qu'on n'arrive pas finalement à dévoiler, que ce soit entre les frères, mais également envers les parents. Oui, ben là aussi, je me suis assez inspiré de mon enfance, hein. C'est vrai que j'avais un grand frère, comme je vous disais tout à l'heure, qui était plus âgé que moi. Alors lui, c'est un peu amusant, c'est le seul personnage du roman qu'il a fallu que j'atténue un petit peu. Autant les autres sont romancés, je me suis laissé emporter par ma verve littéraire et par mon imagination. Autant le personnage du grand frère, dans la réalité, il était tellement beaucoup plus explosif et coloré qu'il a fallu que je l'atténue un petit peu parce que sinon ça faisait un petit peu too much. Donc voilà, je me suis bien inspiré en fait de la réalité là pour le coup et des rapports qu'on a pu avoir que j'ai pu avoir avec lui. Et puisque il est malheureusement plus là depuis 2 ans. Et c'est vrai que voilà, je me suis vraiment inspiré de ces rapports, de cet amour qui existe des fois dans une fratrie, un amour voilà, qu'on évoque qu'à mot couvert, on va dire. Donc effectivement, voilà, j'ai essayé vraiment qu'il y ait aussi un infratexte, c'est-à-dire que quand on lit le roman, moi j'aime bien cette idée que le lecteur il lit un peu plus que les mots qui sont imprimés sur les pages. J'aime bien voilà qu'il aille un petit peu au-delà. Donc voilà, je suis resté avec de la pudeur. Vous avez employé le mot, mais c'est vraiment aussi quelque chose qui m'a apporté pendant toute l'écriture. Voilà, je voulais pas que ça soit voilà, je voulais vraiment écrire juste. On revient à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'une vérité émotionnelle. Essayer de rendre sur sur cet écran, sur ce papier, vraiment les sentiments d'une façon juste en fait. Voilà. Et je pense que dans des rapports, en tout cas moi c'était mon cas entre un frère, une sœur ou deux frères, effectivement souvent c'est facile de passer à côté de ces relations-là. Et voilà, donc je voulais aussi, c'était une sorte de un petit hommage aussi que je voulais rendre aussi. Vous êtes dans une vie, surtout quand on arrive à mon âge, on s'aperçoit que tous les visages de son enfance petit à petit disparaissent. Voilà, on garde d'eux une évocation, des souvenirs, voilà.
et des fois des objets. Et voilà, moi je voulais un petit peu les réunir pour peut-être pour une dernière danse dans un roman, mais comme je vous le disais, dans un roman. Voilà, j'insiste là-dessus. C'est absolument pas une autobiographie. Je voulais vraiment aller, voilà, me faire plaisir et aller un peu plus loin que la réalité pour certains personnages et un peu en deçà de la réalité pour Rudy. Vous l'avez compris. Alors c'est intéressant en effet, et c'est vrai que on a aussi l'impression que c'est le roman des regrets et de la volonté de ne plus en avoir finalement. Beaucoup de personnages aimeraient revenir en arrière, aimeraient faire des adieux. Je peux pas trop en dire non plus, mais je sais pas si on peut parler de la maladie notamment, Oui, oui, parce que vous pouvez en parler. Oui, 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 oui. Mm. parce que c'est vrai que ça arrive au tiers du livre à peu près et on ne le voit pas forcément venir. On pense en Mm. effet que l'affaire principale est cette quête de Rudy. En réalité, ça va être aussi un double volet. Mais c'est vrai que c'est le roman des regrets. Est-ce que ça vous a aussi donné des regrets? Est-ce que le but d'aujourd'hui, en tant que romancier, en tant qu'homme, c'est de profiter des personnes qui sont présentes autour de nous et de ne plus en avoir? Est-ce que c'est un livre Ah, contre les regrets? oui, alors moi depuis très longtemps, j'ai vraiment pris cette part-là. Hein. J'essaie vraiment de vivre ma vie et d'essayer voilà, enfin, de rendre grâce déjà tous les matins quand je me lève et que je suis encore vivant déjà. Je trouve que c'est déjà en soi c'est déjà un miracle. Donc oui, oui, j'essaie de profiter de chaque moment avec les miens, avec les gens qui me sont chers. Ça c'est une évidence. Et, euh, et c'est vrai peut-être que cette enfance effectivement m'a moi, j'ai eu conscience très tôt en fait de la finitude de la vie. C'est peut-être assez étrange, mais par exemple la prière que fait Simon régulièrement, moi c'est une prière que je faisais tous les soirs avant de me coucher. C'est-à-dire je priais pour que mes parents, mon frère et ma sœur continuent de vivre longtemps et soient toujours là le lendemain quand je me réveillerai. Et c'est vraiment dans les premiers souvenirs de ma vie, j'avais cette obsession et j'avais même l'impression que si j'oubliais de le faire un soir, il allait arriver quelque chose de grave le lendemain ou pendant la nuit. Donc j'ai eu depuis longtemps, j'ai cette conscience-là et cette sensibilité-là. Alors qui me freine pas, qui a été un petit, quand même un frein dans mes années d'enfance, qui a pu être un frein, mais là aujourd'hui c'est plutôt quelque chose qui me pousse vers la vie et qui, au contraire, m'encourage à vivre plus fort, à aimer plus grand. Et voilà, donc, et c'est vraiment, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose plutôt de bénéfique, mais depuis longtemps. Hein. C'était une angoisse dans mon enfance, dans ma petite enfance. Et à partir de mon âge adulte, on va dire, ou même fin d'adolescence, c'est devenu plutôt une force, cette, voilà, cette sensation que tout est impermanent et qu'il faut vraiment euh, voilà, pas rater un coucher de soleil, pas rater un moment entre amis, pas rater voilà, un déjeuner pris avec des membres de sa famille. Enfin, voilà, bon, donc ça c'est toujours quelque chose qui m'a habité quoi. Ouais. Et donc c'est pas forcément des regrets en fait. Euh, c'est vrai que je sais pas si moi-même j'ai des regrets. Je pense pas en avoir parce que j'ai vécu cette vie comme ça. Mais c'est vrai qu'une vie, il y a toujours des ombres, des lumières. Et voilà, alors des fois, on sait très bien qu'on va pas pouvoir modifier le passé, mais, euh, mais voilà, en tout cas, si on s'efforce de bien vivre le présent, en tout cas, et de le vivre intensément, je pense qu'on réduit justement les risques de pouvoir avoir un jour des regrets. Et puis, il y a beaucoup de Sylvia Plath dans le livre, il y a beaucoup de références. J'imagine que beaucoup sont certaines de vos lectures aussi. Mais Sylvia Oui, Plath, c'est important parce qu'elle revient régulièrement dans les discours de Zoé. Zoé qui a des actions, vous dites à un moment donné que c'est peut-être la première éco-terroriste où justement elle va libérer des animaux la plupart du temps, dans la mer, à terre, peu importe, mais elle fait souvent des actions pour montrer aussi à quel point c'est important. Il y a notamment un dialogue magnifique avec la prof d'SVT qui lui demande d'ouvrir, comment dire, disséquer une grenouille, oui.
Comment? De disséquer, ouais, c'est ça, le mot que je cherchais, de disséquer une grenouille. Et c'est vrai qu'il y a un dialogue savoureux qui se prépare entre la mère, la fille et la professeure. Je vous laisse découvrir ça, mais tout ça pour vous demander finalement vos influences, est-ce que tout est là? Est-ce que Sylvia Plath fait aussi partie de ces références-là qui vous animent au quotidien? J'ai vu qu'il y avait aussi une citation de votre frère, aussi au tout début du Oui. livre. Mm. Il y a beaucoup de citations puisque les citations sont aussi en épigraphe de chaque chapitre. Qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous donne de la force? Est-ce que ça vous donne de l'énergie ou un élan aussi pour construire un chapitre? Alors, non, mais en fait, dans tous mes romans, je fais des citations, je m'aperçois, mais en fait, ça vient de loin, hein. C'est que moi, j'ai découvert en fait la lecture grâce à une prof de français. C'était en sixième, et jusqu'à ce moment-là, j'étais pas un élève extrêmement brillant. Euh, et c'est vrai que elle nous a fait lire La petite fille au bout du chemin. C'est un roman policier de Leonard Koenig où l'héroïne était une jeune fille qui avait 14 ans, qui avait à peu près mon âge, hein, qui avait 12, entre 12 et 14 ans, on va dire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a changé ma vie parce que je me suis aperçu que chez moi, il n'y avait pas de livre à la maison, hein. Moi, je suis le seul de ma famille à avoir eu le bac, par exemple. Il n'y avait pas de livre à la maison. Et là, je me suis aperçu que les livres, ça pouvait me parler, effectivement. Et ça pouvait m'intéresser et que j'allais pouvoir découvrir des choses dans les livres. Et je me suis construit comme ça, c'est-à-dire en lisant un livre et à travers une citation qu'il y avait dans le roman, ça m'a conduit vers une autre lecture et ainsi de suite. Et je me suis un petit peu construit ma bibliothèque un petit peu de briques et de brocs. Et c'est vrai que ça me fait plaisir d'imaginer que peut-être des gens, en lisant mes romans, arrivent à puiser une citation et la curiosité peut-être après d'aller lire une poésie de Sylvia Plath ou d'Emily Dickinson ou d'un autre auteur. Donc c'est une sorte de un petit peu de transmission que j'aime bien faire. C'est des sortes de petites bouteilles que je jette un petit peu à la mer avec des messages à l'intérieur. Et voilà, donc ça, je le fais vraiment. C'est pas pour me donner de la force ou de l'élan, c'est vraiment pour essayer de rajouter un petit peu une sorte de, comment dire, voilà, un petit peu de lumière sur le chemin et essayer peut-être de guider alors de façon très humble, hein, mais peut-être des gens sur d'autres lectures. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis là, le choix de Sylvia Plath, c'était important parce que c'est de la poésie, mais bon, un peu sombre, on va dire, hein. Et c'est vrai que ça allait bien avec le personnage, alors sans raconter l'histoire de Zoé, bien sûr, parce que le but c'est pas de déflorer le sujet, mais voilà, ça laissait traîner une ombre au-dessus de la personnalité de Sylvia Plath, de Zoé. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu un infratexte. Moi j'aime bien jouer avec ça aussi, avec une symbolique, avec des choses qui sont peut-être un petit peu cachées. Voilà, donc peut-être le fait qu'elle aime cette autrice, ça donne une autre aussi coloration et du personnage de Zoé, et ça crée aussi une petite ombre sur son parcours. Euh, voilà, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai voulu. Et par exemple, si je me suis amusé, je ne sais pas si vous avez fait attention, à un moment donné, il y a une citation aussi, je ne sais plus dans quel chapitre, de Zoé Ackerman. Donc c'est comme si le personnage existait vraiment du coup, puisque je me permets de commencer un chapitre avec une citation d'une écrivaine qui pourrait s'appeler Zoé Ackerman. Donc voilà, c'est une sorte de jeu que je fais. Toujours, voilà, c'est quelque chose qui m'amuse, voilà, plus qu'autre chose, plus qu'une force dans laquelle voilà, je vais pas puiser une force, mais c'est une façon aussi de jouer avec les mots et de donner du sens aussi au texte aussi. Et celle que je préfère peut-être d'entre toutes est celle de Fernando Pessoa. La littérature est la preuve que la vie ne suffit pas. Oui, ouais, moi j'adore celle-ci, j'adore Fernando Pessoa, le livre de l'intranquillité, il quitte pas ma table de chevet. C'est vrai que il y a- c'est, un jour j'ai eu l'idée de surligner des phrases qui me plaisaient. Je me suis aperçu que j'étais en train de peindre le livre en jaune fluo, donc j'ai arrêté. Oui, oui, il fait partie des auteurs qui me touchent beaucoup. Et puis, à côté de ça, à côté de Zoé et Simon, il y a l'Akerkrik. Alors, c'est une sorte de plage secrète, un lieu réel, inventé ou chimère composite, je ne sais pas. Mais comment cette topographie romanesque, elle est apparue? Qu'est-ce que ça dit aussi de ces personnages-là?
Qu'est-ce que ça veut dire? Alors j'imagine que c'est inventé, je pense, Oui, puisque c'est le début du nom de famille et une crique, donc c'est vraiment l'Aker Creek, hein, c'est c'est eux vraiment qui la crique l'appellent la des Ker- Ackerman. euh, Voilà, c'est ça. c'est eux qui l'appellent la Kerkrik. Ils s'approprient ce coin d'Irlande pour en faire une sorte de jardin sur la mer qu'ils n'ont pas parce qu'ils vivent dans une petite maison où il y a juste une cour. Donc ils s'approprient cette plage. Mais là, pareil, moi j'ai un souvenir d'enfance. J'étais élevé à La Ciotat, c'est entre Marseille et Toulon, et j'ai eu la chance de passer une partie de mon enfance au bord de la mer, dans les criques, dans les calanques. Donc voilà, c'était aussi une façon, comme je vous disais tout à l'heure, c'était une façon de me réapproprier cette enfance et de la magnifier un petit peu. Mais, euh, mais à chaque fois, ouais, cette plage, elle était obligée d'apparaître dans le roman puisque ça correspond à une crique qui a énormément compté pendant mes années d'enfance. Donc, et c'est le lieu de tous les possibles, hein, une crique. Hein. C'est en même temps refermé, replié sur soi, parce qu'il y a des rochers tout autour, mais en même temps, il y a une grande ouverture sur l'horizon infini, et sur le champ des possibles est immense. Et c'est le début de la vie, finalement. On arrive devant une mer, sur une plage, et voilà, moi, j'ai toujours eu cet appel de la mer, déjà, et de l'océan, et de l'horizon. Et voilà, donc moi je trouvais plutôt cohérent et logique que l'histoire débute, en tout cas sur cette plage, pratiquement. Je crois que ça doit être le deuxième, oui, le deuxième chapitre, il commence sur cette crique, dans cette crique. Dans cette crique avec un phoque Fluffy, Oui, Fluffly. Cet animal cygne, cet animal quasiment totem d'enfance. C'est une sorte de dispositif symbolique peut-être, mais quelle fonction vous lui attribuez à ce phoque? Il n'est pas que décoratif, non, il est véritablement un reflet de cette enfance-là aussi. Alors j'imagine que vous n'avez pas côtoyé ce non. phoque-là dans La votre Ciotat, il n'y a pas enfance. de phoque. Non, non, il n'y a Voilà, pas de phoque. logiquement non. Mais d'où vient ce phoque Fluffy? Ouais, mais très rapidement, j'ai eu besoin de. Vous savez, quand j'écris, je fais pas de plan en fait. Hein. Je me laisse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je me laisse guider par mes personnages. Je vis avec eux. Je vois un petit peu comment ils se comportent, vers où ils ont envie d'aller. Alors, moi, je pense que souvent le roman, on le crée inconsciemment. Moi, c'est la théorie que j'ai, et il nous est redonné par bribes. Vous voyez, moi souvent, la nuit, j'ai une idée, je me réveille pour la noter, et je m'aperçois que effectivement, ce que j'avais écrit quelques pages auparavant, ça ne prend de sens que par la nouvelle idée que j'ai eue au cours de la nuit. Donc, rapidement, il y a ce phoque qui s'est invité dans l'histoire. Il n'était pas prévu au démarrage. Je n'avais pas prévu grand-chose en fait, si ce n'est de raconter cette histoire d'un narrateur coincé entre deux très fortes personnalités, son frère et sa petite sœur. Donc ce Fox est invité dans l'histoire. Au démarrage, je l'ai laissé arriver en me disant que je le supprimerai, voilà, certainement quelques pages plus loin. Et puis finalement, il a pris sa place. Et puis il a nourri le récit aussi. Et puis effectivement, il avait une portée symbolique aussi. C'est peut-être une part de l'enfance. Il représente aussi quelque part leur enfance imaginaire, ce phoque. Et il les accompagne pendant toute une partie de leur vie. Et voilà, c'est un petit peu le symbole de cette enfance qui est fragile, qui est sauvage aussi, qui est amusante par moments, voilà, mais qui va bientôt se terminer aussi un jour. Euh, et puis quelque part, c'est lui aussi quelque part c'est ce phoque qui met Zoé qui accompagne Zoé sur son chemin vis-à-vis de sa lutte pour la protection des animaux. Donc voilà, finalement, il a pris sa place. Il est arrivé comme ça en se tortillant. Et puis, il a poussé un petit peu les personnages. Et puis, il a trouvé sa place sur la photo de famille, quoi, en fait. Donc, ben, je l'ai laissé. Et, euh, et voilà. Non, mais alors même, je sais pas si on peut vraiment apprivoiser comme ça un phoque. Bon, il reste sauvage quand même. Hein, ils ne font pas faire des tours. Mais, euh, mais il vient les voir régulièrement pendant le récit. Et j'ai aimé sa présence, ouais. Oui, c'est un symbole de l'enfance de Simon, en fait. Alors c'est le Un moment symbole, de... un symbole qui pue la sardine, voilà. Ouais, c'est ça. C'est le moment de nous lire un premier extrait, Charles, mais avant ça, on va faire une photo de groupe. Voilà, préparez-vous. 3, 2, 1.
Et c'est bon, parfait. C'est à vous, Charles, pour le premier extrait. En fait, je vais lire le début, en fait. 3 000 jours. Une vie, ce n'est pas beaucoup plus. 30 000 jours, 700 000 heures, 40 millions de minutes, 2 milliards et 500 millions de secondes. Je ne crois pas que les gens se rendent compte. Ce n'est pas plus mal. Comment réagiraient-ils s'ils avaient conscience que leur passage sur Terre était rythmé par un gigantesque compte à rebours dont on ne connaît pas la durée exacte? Je suppose qu'ils deviendraient dingues. Ils regarderaient leur montre en hurlant. Certains se mettraient à prier. La plupart, c'est sûr, finiraient par s'entretuer. D'ailleurs, n'est-ce pas ce qu'ils font déjà avant de disparaître à tout jamais, dans le néant, comme des feuilles mortes emportées par le vent? Ma vie a commencé au siècle dernier, un 11 octobre. Enclenchement du compte à rebours à 5h50 pour être précis. Mes parents voulaient une fille. Ils ont eu un garçon. Il s'appellera Simon, parce que Simon, c'est doux, avait dit ma mère. Elle aussi avait un prénom doux. Elle s'appelait Constance. Mon père, lui, c'était Harry, le nom de notre famille, Ackermann. Avant moi, Constance et Harry avaient déjà eu un fils, Rudy. 8 ans nous séparaient. 3 000 jours, 72 000 heures, 4 300 000 minutes, 3, 3 500 000 secondes. Ça peut paraître long, surtout quand cette comptabilité mesure le temps qui sépare la naissance de deux frères. C'est parce que nous n'étions pas riches. On ne pouvait pas se permettre de multiplier les bouches à nourrir, avait l'habitude de dire Mams. Et parce que ton frère nous a fait vivre un véritable enfer sur la terre, précisait aussitôt Paps en grognant. 2 ans après mon arrivée, soit environ 700 jours, 17 000 heures, 1 million de minutes et 61 millions de secondes, ma petite sœur est née. Cette fois, nous étions dans des écarts de temps plus classiques. Mes parents n'avaient pas fait fortune entre-temps, j'avais juste été un enfant plus calme que Rudy. Ils n'avaient surtout jamais renoncé à l'idée d'avoir une fille. Ils l'ont appelée Zoé. J'ai toujours trouvé que ça lui allait parfaitement bien. Quand on prononçait son prénom, ça faisait penser à un ressort qui se détend en produisant un son très joyeux. Bzoing. Merci, Charles. Alors justement, j'aimerais qu'on parle de ces parents qui sont aussi des figures centrales, mais en contrepoint véritablement aussi, parce que ce qui tient le roman, ce sont évidemment ces trois enfants, mais c'est aussi ce contrepoint, ce contre-champ des parents avec ce père qui ne parle que très peu finalement, qui a du mal à dire qu'il est fier de l'un, qu'il est en colère contre l'autre. C'est pas celui qui va dire les choses, c'est souvent le cas d'ailleurs des pères. À un moment donné, dans le roman, il est question, est-ce qu'on connaît véritablement son père? Et c'est là que commencent aussi les regrets. Et puis de l'autre côté, cette mère qui voit son caractère de plus en plus impactant, de plus en plus fort au fil de l'histoire. Mais on voit que ce caractère-là va à un moment donné s'étioler, je n'en dis pas plus. Mais ces parents-là, euh, ils sont aussi symptomatiques j'imagine, beaucoup de parents, notamment à une certaine époque, notamment dans les années 80. Qu'est-ce que ça dit aussi de l'éducation qu'on peut donner à des enfants, de l'amour qu'on peut leur porter, parce que véritablement là, c'est le point principal aussi, c'est de cet amour dont il est question, et de la faculté à surmonter aussi certaines épreuves. Qu'est-ce que vous vouliez mettre aussi en avant avec cette famille-là, extrêmement singulière aussi, mais en même temps à la fois très proche de certaines autres familles? Ouais, mais là, une nouvelle fois, je me suis inspiré un petit peu de mon cas personnel. Et ouais, je voulais pas forcément raconter quelque chose sur l'éducation, mais juste témoigner, moi, de l'éducation que j'ai eue. Et je pense qu'effectivement, nombre de personnes dans ces années-là ont été éduquées de cette façon-là, c'est-à-dire pris entre... moi, j'avais un père qui était ouvrier dans un chantier naval, j'avais une maman qui était femme au foyer, comme dans le roman. Leur vie, ça a été pratiquement la vie que des parents de Simon, de Zoé et de Rudy dans l'étoile d'après, donc et leur fin aussi d'ailleurs. Mais vous voyez, ça raconte peut-être une époque où
Alors après, moi, je veux pas faire, je suis pas sociologue, je veux pas, mais je vois par rapport à la façon dont j'ai éduqué mes enfants, c'est sûr. Moi, j'ai essayé de le faire en, ben, comment dire, en opposition avec ce que j'ai vécu, c'est-à-dire en étant très présent, peut-être surprotecteur. Euh, je pense que souvent, on se construit en opposition avec ce qu'on a vécu dans son enfance. Voilà, moi, j'ai eu des parents qui étaient comme ça, ils étaient pleins d'amour, ils savaient pas trop le dire. Et voilà, donc préféraient se réfugier dans des silences, mais il y avait des preuves d'amour quotidiennes en fait. On le voyait à travers la façon de faire la cuisine, un regard, des petits moments. Voilà, donc voilà, donc j'ai voulu vraiment, bah, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est les inviter pour une dernière danse et un petit peu les faire exister dans ce roman. Et voilà, l'idée c'était vraiment pas de donner, d'avoir un jugement. Euh, Au contraire, je trouve que on se construit, un enfant, il se construit quelles que soient les conditions dans lesquelles il est élevé. Alors bien sûr, il y en a qui ont beaucoup plus de difficultés parce qu'il y a des familles dysfonctionnelles, mais là, c'est quand même pas le sujet du roman. C'est une famille qui est très légèrement dysfonctionnelle, on va dire, qui a juste des, voilà, il y a des choses qui vivent mal, il y a des choses qui savent pas dire, il y a beaucoup de pudeur, et c'est un mot qu'on a employé au démarrage. Et voilà, c'était vraiment, mon idée, c'était de les rendre vivants une dernière fois, en fait. Donc, mais sans avoir un regard, je le redis, ni un jugement sur ceux qui, la façon dont ils ont élevé leurs enfants. Et je pense qu'ils ont fait vraiment ce qu'ils ont pu, et puis finalement, ils se sont pas trop mal débrouillés. Je suis plutôt heureux dans ma vie, donc je leur dois aussi cette propension que j'ai à aller vers le bonheur. Je crois que ça, c'est aussi une grâce. Et je pense que c'est en partie aussi à eux que je le dois. Et peut-être que mon personnage, que mon narrateur dans l'étoile d'après, rencontrera aussi le bonheur dans sa vie. Alors tout à l'heure dans le chat, quelqu'un a parlé de la couverture. C'est vrai qu'elle est extrêmement Ouais. impactante parce qu'il y a une sorte de cri d'un enfant. Alors j'ai l'impression que c'est Zoé, moi, mais peut-être que je me Oui, trompe. Mais voilà. D'où elle vient cette photo? Qu'est-ce qui vous a séduit finalement en la voyant? Parce que elle est tellement parlante qu'on a l'impression qu'elle a été créée pour le roman. En tout cas, on imagine très bien Zoé ainsi, même si pendant longtemps elle n'est pas dans cet état de cri. eh ben, effectivement, on a eu beaucoup de mal à trouver le titre déjà et à trouver la photo de couverture. Alors que dans mes précédents romans, ça venait très très rapidement. Même au cours de l'écriture, j'avais déjà une idée bien sûr du titre et j'avais des idées bien arrêtées sur les couvertures. D'ailleurs, je crois que toutes mes couvertures, c'est des propositions que j'ai faites à mon éditeur. Et pour celui-ci, on l'a déjà un petit peu buggé. C'est vrai que le roman touchait à sa fin. Alors, je lui avais donné un autre titre au démarrage, ça s'appelait 30 000 jours au temps de nuit. Parce que justement, on n'en a pas parlé, mais il y a un des thèmes, c'est aussi le temps qui passe finalement. Et c'est vrai que 30 000 jours, ça correspond peu ou prou à la vie d'un homme. Si on prend l'espérance de vie moyenne, on va se retrouver. Alors, ça semble très court, hein, alors je vais casser le moral des gens qui regardent le live, mais c'est vrai que une vie, c'est 30 000 jours. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais en même temps, c'est très peu. Et donc, ouais, donc le titre, pour en revenir au sujet, ça s'appelait 30 000 jours au temps de nuit. Et c'est vrai que mon éditeur le trouvait un peu lent, et je pense qu'il avait raison. Donc, il m'a demandé de réfléchir à un autre titre. J'ai pris les deux derniers mots du roman, hein, enfin les derniers mots du roman, l'étoile d'après. Et pour la couverture, bah, pareil, on a cherché pendant un petit moment, et c'est moi qui ai trouvé cette photo. Et quand j'ai vu cette photo, bah, je savais que c'était Zoé, ouais, c'est effectivement, euh, elle elle était dans toute sa rage de vivre, dans sa beauté aussi, dans sa particularité aussi, et, euh, et ça pouvait être qu'elle. Donc c'était vraiment une évidence. Et quand je l'ai présenté à mon éditeur, j'avais un peu peur justement qu'il accroche pas sur ce visuel. Et en fait, lui aussi, il a tout de suite été emballé. Et il m'a dit, bah, bingo, on a trouvé la couverture. Donc c'était assez, euh, c'est un bon souvenir. C'est toujours là pareil parce que je parle souvent de ça, mais on a l'impression qu'on est dans la vérité, quoi, émotionnelle. C'est-à-dire que qu'on a trouvé le bon.
bah, la bonne couverture, le bon titre, et on est juste. Moi, j'ai souvent l'impression de ça, c'est-à-dire de ressentir ça. Alors peut-être que j'en suis à mon sixième ou septième roman. C'est vrai que si j'ai évolué, c'est certainement dans cette faculté, il me semble-t-il, de sentir quand je suis vraiment, j'écris juste, et quand je suis voilà, vraiment dans une vérité, euh, et notamment dans le choix d'une couverture ou d'un titre. Et là, ouais, moi, je l'aime beaucoup aussi. Et j'aimerais bien savoir finalement, Charles, quand vous écrivez, qu'est-ce qui est difficile pour vous? Est-ce que c'est de d'écrire la violence? Parce que c'est vrai que la violence, là, elle y est, mais vous arrivez toujours à y mettre une sorte de bulle protectrice. Est-ce que c'est l'humour? Est-ce que c'est l'amour? Quelles sont les émotions ou les sentiments qui vous échappent encore quand vous écrivez? Est-ce qu'il y en a? Alors, j'ai passé pour un imbécile heureux ou le ravi de la crèche, mais moi, j'écris le matin et quand j'écris, et c'est toujours un vrai bonheur. Moi, j'ai l'impression vraiment que voilà, c'est des moments vraiment de plénitude. Et des difficultés, si, des fois je bute sur une phrase pendant des semaines. Et il y a par exemple des phrases, je sais que dans le manuscrit que je suis en train d'écrire, voilà, il y a une phrase, j'ai passé par exemple pratiquement toute la journée à réfléchir dessus parce que je sais que c'est pas la bonne phrase. Je sais que le sens y est, mais je sais que c'est pas les bons mots. Donc je sais que cette phrase ne restera pas dans le texte que j'enverrai à mon éditeur. Donc il va falloir que je la trouve. Mais ça, c'est un plaisir. C'est une difficulté, mais c'est aussi un plaisir. Moi, je prends énormément de plaisir à faire ces corrections-là, à retravailler le texte, à le retoucher, à le relire, à le retravailler, à retravailler le rythme, à retravailler la sonorité des mots. Donc tout ça, c'est un vrai plaisir. Moi, je prends du plaisir à tout moment de l'écriture. Il n'y a rien qui est laborieux. Et que ce soit les scènes de violence ou les scènes d'amour, les scènes d'humour, les scènes d'émotion, pour moi, tout est un plaisir. J'essaie vraiment voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, j'essaie vraiment de raisonner de la façon la plus juste et de retranscrire ça de la façon la plus honnête. Mais tout est plaisir en fait. Vraiment, les seuls moments de difficulté que je peux avoir moi dans l'acte d'écrire, c'est plus de l'acte d'écrire, vous allez me dire, mais c'est quand je remets le manuscrit à mon éditeur et que je me dis que on va avoir l'editing. Alors l'editing, moi j'essaie vraiment de rendre un manuscrit qui est très très bien finalisé, donc il est pas très lourd, on va dire, c'est un editing plutôt léger, très intéressant. Mais c'est vraiment moi le moment où mon éditeur me dit, là maintenant c'est fini, on ne touche plus rien, et ça part à l'impression. Voilà, là c'est un grand moment de solitude que j'ai, de désarroi. C'est parce que je sais que je vais pas pouvoir le retravailler ce texte. Donc déjà c'est une douleur. Et puis là, la deuxième douleur, c'est que mes personnages à partir de ce moment-là, je sais que qui me quittent et je sais que je vais plus vivre avec eux puisqu'il y a les nouveaux personnages qui vont arriver. C'est ceux qui vont peupler les pages du prochain roman. Donc j'ai vraiment un moment là un petit peu une tristesse. Il faut que je me fasse à l'idée que, alors je vais les revoir, hein, parce qu'ils reviendront me voir, ils reviendront me visiter à travers des rencontres avec des lecteurs et des lectrices, à travers des salons, à travers des émissions comme la vôtre. Mais c'est quand même pas pareil. Euh, voilà, donc moi je m'attache à mes personnages et c'est vrai que, comme je le disais depuis le début, j'ai l'impression de vivre avec eux. Donc les vraiment moments difficiles sont ceux-là, c'est quand je dois me séparer de mes personnages. Après tout ce qui est écriture, c'est qu'un plaisir. Moi, quand j'entends des camarades qui me disent qu'ils souffrent en écrivant, j'arrive pas à comprendre déjà pourquoi ils continuent et puis surtout, moi, ça m'est jamais arrivé alors peut-être que ça arrivera avec le talent, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais pour le track, si c'était pour une chanteuse ou un chanteur, mais disant que non, non, moi, c'est vraiment un plaisir immense. Et si je pouvais, je ferais qu'écrire, mais c'est pas forcément possible. Comment vous avez travaillé les voix de chacun des personnages? C'est vrai que Zoé, elle a un langage plutôt soutenu, elle est quand même plutôt en avance sur son âge aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inquiété, intéressé, ce travail sur la langue de l'enfant? Alors Simon et Zoé ont des voix peut-être assez similaires, mais en même temps, Zoé, on a vraiment l'impression qu'elle a 18 ans concrètement dans sa tête. Est-ce que vous vous êtes intéressé aussi à ces langages, à ces différences de langage Oui, de l'enfance? oui.
Oui, oui, oui. J'ai beaucoup travaillé là-dessus parce qu'effectivement, je voulais, et notamment pour Zoé, je voulais pas qu'elle parle comme une enfant parce que c'est une enfant qui est, euh, qui est en avance sur son âge en fait, hein. Au début du roman, elle a devoir 11 ans ou 12 ans, je crois. Je l'ai plus 11 en ans, ouais. tête. 11 ans. 11 ans. Mais et puis voilà, c'est une enfant qui est très mature, comme souvent les filles. D'ailleurs, par rapport aux garçons, moi, il m'a toujours semblé ça. Et, mais c'est une jeune fille de 11 ans, comme on peut en rencontrer hein, des fois, qui sont très vives d'esprit, qui sont très matures et qui ont déjà un langage. Voilà, je voulais pas qu'elle ait un langage euh, trop enfantin en fait. Ça collait pas avec le personnage et en même temps, je voulais pas qu'elle ait. Je voulais que son langage, d'ailleurs, il évolue au cours du roman. Euh, il évolue. Donc j'ai travaillé vraiment la langue de Zoé, effectivement, pour qu'elle soit réaliste. Et d'ailleurs, c'est un point sur le coin un point de vigilance qu'on avait avec mon éditeur, effectivement. C'est que voilà, c'est qu'on voulait que ça reste crédible. Mais enfin moi, en tout cas, voilà, j'ai vraiment travaillé ça. Et avec Simon, c'est vrai qu'ils ont des ressemblances, mais comme peuvent avoir des ressemblances un frère et une sœur qui ont été élevés avec 2 ans de décalage. Donc lui, il est même s'il a 2 ans de plus, il est un peu moins mature, mais il est dans le sillage de sa petite sœur finalement. Et, voilà, donc oui, j'ai vraiment travaillé le langage de chacun des personnages d'ailleurs, hein, que ce soit le grand frère aussi, les parents, et puis les autres personnages qu'on rencontre au fil du roman, l'oiseau qui apparaît un peu plus tardivement dans le roman. Là aussi, j'avais la volonté de travailler son langage, parce qu'il a un langage un peu plus particulier, on va dire. Donc oui, oui, ça, je pense que c'est la base hein, dans tous les romans. On peut pas écrire un dialogue et enfin, moi, quand je lis un livre où tous les personnages parlent de la même façon, c'est gênant. Et en même temps, il faut faire confiance aussi. Voilà, il faut que ça soit fait, mais sans que ça se voit en fait. Donc, il faut pas que ça soit des procédés ou des tics de langage. Alors moi, Zoé, je l'ai mis un petit peu. Souvent, elle fait ah ah. Voilà. Mais il faut que ça reste léger. Il faut que ça reste. Euh, il faut pas que ça soit lourd. Donc c'est pour ça que les relectures sont importantes, les corrections sont importantes parce que ça permet justement des fois de se dire ben là j'étais un petit peu trop loin, essayer c'est un peu comme un sculpteur quoi. Une fois qu'on a fini le modelé de sa sculpture, eh ben après on fait les finitions. Donc on va s'attacher avec du papier de verre avec un grain très fin, à essayer vraiment de gommer les petites aspérités que peut-être qu'on est les seuls à voir ou mais voilà donc voilà moi j'essaie de faire ce travail de cette façon-là et c'est comme ça que je prends du plaisir à l'écriture en fait donc voilà bah, j'espère que c'est réussi pour le coup mais en tout cas je me suis donné corps et âme sur cette volonté de faire entendre mes personnages avec à chaque fois une voix un petit peu qui leur est singulière, mais voilà, sans que ça tourne au procédé non plus. Voilà. Parce que pareillement, des fois quand on lit des livres où on sent que c'est trop, enfin moi je le ressens. Après, c'est des sensibilités de lecteur. Qu'est-ce que vous diriez à Simon aujourd'hui ou à Zoé, mais qu'est-ce que vous leur diriez aujourd'hui? Est-ce que vous leur donneriez un conseil, quelque chose qui leur permettrait de changer peut-être le cours de leur existence ou le cours de l'existence d'autres? Mais est-ce que c'est aussi un roman? Tout à l'heure, vous parliez d'hommage, mais est-ce que c'est aussi un roman pour, vous avez dit de les faire revivre, mais est-ce aussi un roman pour vous adresser à eux parce qu'ils continuent à vous habiter? Ouais, moi j'ai pas trop de conseils à donner. Je suis pas fort en conseils. Hein. Je pense que euh, j'en ai cherché longtemps dans les livres, moi, des conseils. Donc, c'est pour ça que j'aime la lecture depuis que je suis gamin. Hein. C'est que c'est là, enfin, je trouvais moi des auteurs qui me donnaient un petit peu des conseils quelque part. Donc, non, on refait pas sa vie. Moi, je pense qu'ils ont eu une vie lumineuse aussi, même si certains ont une vie plus courte que d'autres, peut-être. Mais je veux pas déflorer le sujet, mais je pense que voilà, c'est la vie qu'ils devaient mener. Euh, Ouais, moi, les conseils que je peux donner, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est d'essayer de profiter des moments, mais c'est un peu tarte à la crème. Hein, on dirait un livre de développement personnel après. Ouais, voilà. Moi, j'essaie de vivre comme ça en tout cas, donc ça marche plutôt bien. Hein,
voilà, je suis plutôt content des choses qui m'arrivent, même des choses des fois négatives. J'essaye de capitaliser dessus, comme on dit en langage d'entreprise. J'essaie voilà, d'en tirer un enseignement, j'essaye de profiter de ça aussi, de quelque part, voilà, j'essaie de tout emmagasiner. Vous voyez, quand je suis invité dans des salons, quand je suis invité dans des événements littéraires à Paris ou ailleurs, ou dans les lycées, en ce moment je vais beaucoup dans les lycées pour mon précédent roman, bah, je suis comme, j'essaie d'avoir les yeux grands ouverts tout le temps, les oreilles aussi, de me, de profiter de tout, parce que je me dis que je vis le rêve que j'avais quand j'étais enfant et j'essaie vraiment de le vivre à fond. Je dis toujours que j'essaie de faire perdurer le rêve, un livre de plus. Donc, à chaque fois que j'arrive à écrire un livre et il a la chance d'être publié, ben, je sais que je suis reparti pour une année de bonheur et de rêve qui va se réaliser. Et quand je vis ces moments-là, ben, j'essaie de les vivre voilà, parfaitement. Et alors, si j'avais un conseil à donner à mes personnages, mais c'est bizarre, mais voilà, je leur dirais de peut-être rien changer, mais de profiter de, d'être présent à leur vie, quoi. Voilà, essayer d'être là. Ouais. Moi, des fois, moi, ce que je me reproche, c'est quand j'étais enfant, des fois, j'étais pas là, en fait. J'étais très rêveur aussi, et j'avais certainement et je me rendais peut-être pas compte. Je me rendais compte de la finitude de la vie, que c'était fragile, mais des fois, je me laissais. Il y a peut-être des moments où j'aurais peut-être dû être plus présent. Voilà, mais c'est des conseils que je me donne à moi-même à travers les conseils que je donne à Simon. On parle souvent de musique intérieure du livre et c'est vrai quand je vous ai lu, j'ai eu aussi cette musique. Mais est-ce que vous écrivez en musique? Est-ce que la musique est importante pour vous? Et est-ce que il y aurait une bande son potentielle pour lire l'étoile d'après? Avec quoi on pourrait s'accompagner aussi pour lire de la musique gaélique peut-être, je ne sais pas. Oui. Mais Alors, je suis pas fort en conseil, je suis pas fort en musique non plus. Alors, j'écris pas en musique. J'aime bien la musique, mais pas quand j'écris. Quand j'écris, j'écris vraiment dans le silence en fait. Et, euh, et après, non, j'ai pas réfléchi à une bande de son pour le roman. Oui, mais ce serait forcément de la musique irlandaise. Pareil, c'est un peuple de l'écrit, mais c'est un peuple de la musique aussi. Hein. Euh, ils sont toujours avec un instrument de musique entre les pattes. Où qu'on aille, ça finit toujours avec de la musique, avec des chansons. Donc oui, ça serait une bande ouais, ça pourrait être The Cranberries, ça pourrait être, ça pourrait être, voilà, ces genres de voix, de sons que je ne saurais décrire, hein, parce que c'est vrai que autant je suis sensible au rythme de l'écriture et de la lecture, en musique je me laisse emporter, et c'est vrai que j'ai pas forcément, je sais que j'aime écouter de la musique, mais je suis pas un grand mélomane, quoi. Mais oui, ça serait forcément de la musique irlandaise, et on va dire The Cranberry. très bien, très bon groupe en effet. Est-ce qu'il y a des auteurs irlandais que vous aimez particulièrement d'ailleurs, qui peuvent aussi, qui vous ont forgé aussi en tant qu'écrivain, mais il y en a Alors, finalement peu dans le livre, il me semble. Est-ce que ça fait ouais, partie non, de... il y en a peu. Voilà. Ouais, bon, alors, alors, pour être, oui, j'en ai lu. J'ai lu des poètes irlandais, plus de poètes irlandais que de romans finalement. Après, j'ai lu alors, je me rappellerai pas des noms. J'ai essayé de lire après du Beckett, mais pour être très honnête, ça m'est tombé des mains. Et après, sinon, oui, des lectures qui m'ont forgé, c'est pas forcément la littérature irlandaise. J'ai plutôt moi été attiré par la littérature américaine euh, très vite en fait, parce que en fait c'est une littérature, notamment par rapport à la littérature française, qui est un petit peu souvent nombriliste. Alors moi j'aime bien, hein, j'aime bien l'autofiction, il y a des choses que j'aime vraiment beaucoup là-dedans, mais je trouve que c'est souvent trop. Alors que quand je lis un livre, un roman américain, j'ai l'impression qu'on ouvre les fenêtres en grand, vous voyez, et, à mon tout petit niveau, avec l'étoile d'après, j'ai essayé aussi d'ouvrir les fenêtres, essayer d'explorer ce vaste monde et essayer d'aérer tout ça. Donc oui, pour en revenir à votre question, j'ai pas forcément de nom. Il y avait d'écrivains irlandais. En tout cas, ils me viennent pas, ils me sautent pas à l'esprit.
Ça a été plutôt des écrivains américains ou français, on va dire. Très bien. Je pose toujours deux questions récurrentes aux auteurs qui passent ici. La première, c'est de choisir justement un auteur méconnu que vous aimeriez remettre au goût du jour, quelqu'un qui vous a forgé ou quelqu'un que vous avez tout simplement envie de donner un petit peu de lumière. Alors, oui, alors j'ai réfléchi à cette question. En fait, moi, il y a un roman que j'aime beaucoup, mais qui, bon, je vais le dire, c'est Le Feu follet de Pierre Drieux-La Rochelle. Alors, c'est vrai que le personnage de Pierre Drieux-La Rochelle est pour le moins très contestable, hein, puisque c'était il a collaboré au nazisme. C'était un antisémite notoire, donc c'était vraiment un sale personnage et qui a fini par se suicider en 1945 d'ailleurs. Euh, mais moi, Le Feu follet, je dois avouer que c'est un roman que j'ai lu quand j'étais jeune et qui m'a totalement retourné par le style d'écriture. Il y a une simplicité d'écriture. Voilà, Le Feu follet. Et donc, voilà, stylistiquement, c'est vraiment un roman qui a été marquant parce que je me suis dit, l'écriture, la littérature, au-delà de raconter une histoire, c'est aussi la façon de raconter une histoire. C'est la musique des mots, c'est l'intention de l'écrivain derrière sa façon de raconter l'histoire. Donc le feu follet, c'est des phrases très brèves, c'est sec, mais en même temps c'est habité. Et c'est vraiment un livre qui m'a fait un effet, beaucoup d'effets. Et après, plus tard, j'ai vu aussi le film de Louis Malle avec Maurice Ronet, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et, euh, et pour le coup, pour une fois, c'est un film qui rend grâce au roman duquel il s'inspire, puisque je trouve que le film est tout aussi bon que le roman. Et il y a la présence solaire de Maurice Ronet, solaire et en même temps ténébreuse. Et le film est magnifique aussi. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment un roman qui m'a marqué. Alors aujourd'hui, on le lit plus trop parce qu'effectivement, tout le monde s'arrête à Pierre Drieux-La Rochelle, mais c'est un peu comme Céline, quoi. C'est comme si on s'arrêtait de lire Céline parce que le personnage alors on dit tout le temps, il faut scinder l'œuvre de l'écrivain. Alors pour Pierre Drieux-La Rochelle, il faut faire ce travail, là, c'est évident. Mais, euh, mais voilà, malgré tout, ce livre, il est quand même incroyable. Et même il a été écrit par le pire des salauds, ça reste moi, un roman. À l'époque où je l'ai lu, en plus, je connaissais pas l'histoire de Pierre Drieux-La Rochelle, hein. Il m'est tombé dans les mains, je sais plus comment. À cette époque-là, je savais pas ce qu'il avait fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour ça que j'étais vraiment bouleversé par ce récit. Peut-être qu'en sachant l'histoire et la vie de l'auteur, ça aurait été moins. C'est possible, je sais pas. C'est les mystères de la lecture. Mais en tout cas, voilà, je suis obligé de citer ce roman qui, pour moi, était. Voilà. Il y a La petite fille au bout du chemin, à 12 ans, où là, je me suis dit, tiens, les histoires dans les livres, ça peut m'intéresser, ça peut me donner des clés sur la vie, ça peut me permettre de. Je commençais à m'intéresser aux filles, ça commence à me donner des clés peut-être sur les filles aussi. Il y avait des trucs comme ça aussi qui m'intéressaient. Et un peu plus tard, Le Feu follet, où là, je me suis dit, ah ouais, mais on peut aussi faire une œuvre d'art, en fait, en écrivant. Et essayer de faire quelque chose qui est beau, et qui résonne bien, et qui a du rythme. Et, euh, et c'est la première fois où j'ai cru saisir l'intention de l'écrivain derrière son roman, en fait. C'est-à-dire cette façon d'écrire vraiment à l'os et, euh, et aussi de pas en dire trop aussi. Voilà, je trouvais ça très beau. Donc c'est ma réponse. Et la deuxième question, c'est celle d'aller dans un personnage de fiction, de Hmm. se mettre dans la peau d'un personnage de fiction. Et est-ce que vous changeriez son destin? Ouais, alors ça c'est une question qui est compliquée, très compliquée. Alors je me suis dit, j'ai fait j'ai donné une réponse un peu bateau, basique. Je me suis dit que si je devais prendre la place d'un personnage de fiction, ça serait le narrateur je sais pas si vous connaissez les romans je l'ai pris là, de John Dirac. Donc c'est un écrivain américain. Alors, il écrit des nouvelles en fait. Alors là, celui-ci s'appelle Le Traité du zen et de l'art de la pêche à la mouche. Ça a toujours un rapport avec la pêche et c'est toujours un personnage effectivement qui raconte un petit peu le quotidien d'un homme qui est amoureux de la nature avant tout
et amoureux de la pêche à la mouche. Et voilà, si je devais me glisser une journée dans la peau d'un personnage de fiction, ça serait ce narrateur qui est presque pas de fiction parce que c'est un peu John Guériac, mais j'aurais bien aimé euh, l'accompagner une journée à la pêche à la mouche sur un torrent aux États-Unis. Et après, échanger son destin, non. Du moment qu'on attrape de belles truites, ça serait parfait pour moi. Mais voilà, bah, c'est un petit peu ma façon de répondre à cette question, parce que des personnages de fiction, il y en a tellement, de Don Quichotte, je sais pas moi, en passant même des Sherlock Holmes, j'avais pensé à lui, passer un temps, parce qu'aussi, c'est des romans qui m'avaient beaucoup touché quand j'étais plus jeune, enfin touché, intéressé. Et il y en a tellement des personnages de fiction la question, j'ai un peu des difficultés. Peut-être le Petit Prince aussi, je dirais qu'à la fin, il faut pas se piquer avec la rose. Voilà. Parfait. Eh bien, c'est le Désolé moment. pour ma réponse. Non, non, mais pêche à la mouche, parfait. En effet, alors ça peut être ennuyeux parfois, mais parfois le temps peut être salvateur. Avant que vous nous lisiez un deuxième extrait, Charles, est-ce que vous pourriez nous parler de, tout à l'heure, vous parliez du manuscrit qui arrive. Dans quel univers vous êtes allé? Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Mais est-ce que vous avez changé totalement d'univers ou pas du Ouais, tout? bah, alors, ouais, je change souvent d'univers. Alors, j'aime pas trop parler du livre qui vient parce que moi j'ai toujours peur parce que je pense que quand on écrit, on capte des trucs aussi qui sont dans l'air. Et j'ai toujours peur que me retrouver à sortir le livre et avec quelqu'un qui écrit le même livre, c'est certainement un livre différent, mais sur le même sujet. Donc j'en parle jamais. Même mon éditeur, il n'est pas au courant aujourd'hui du livre que je suis en train de finir d'écrire. Euh, il y a que, c'est tellement secret, je crois, il y a que mon épouse et mon fils et ma fille. Donc, ce que je peux en dire, c'est que c'est un roman qui est différent des autres. Euh, où il y aura peut-être, voilà, qu'est-ce que je peux en dire? Je sais pas. C'est tellement compliqué de parler d'un roman. En fait, on commence à bien parler. Enfin, moi, je commence à bien parler d'un roman au bout. Une fois, je l'ai vraiment écrit, qu'il a été édité, et quand plus personne ne m'interroge dessus. C'est très frustrant. Même là, l'étoile d'après, j'ai l'impression d'en parler très mal parce que il est sorti il y a quelques mois, et je pense que je commencerai à en parler très très bien dans un an quand tout le monde me posera plus de questions dessus. Et voilà, c'est un petit peu, on est toujours en décalage en fait. Donc voilà, alors, déjà du mal à parler de l'étoile d'après, du prochain roman, ça sera encore plus difficile. Mais voilà, attendez-vous à un roman différent. Voilà, c'est ce que je peux dire, très différent, mais avec des personnages, j'espère, très forts aussi. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à passer un an et demi avec eux, un an et demi avec eux. Et voilà, là pour l'instant, je suis toujours avec eux et on s'entend bien, quoi. On fait une belle équipe. Très bien. C'est en effet une bonne question, ça, de savoir parler d'un livre à l'instant T. Ah Entre oui, l'écriture d'un manuscrit, l'envoi à l'éditeur, il se passe souvent pas mal de mois, voire d'années aussi. Et ensuite, en effet, quand le buzz, entre guillemets, de la parution est terminé, est-ce qu'on peut encore bien parler du livre ou moins parler du livre? C'est intéressant ce que vous venez de ouais, dire. c'est très difficile. Ouais, je Ouais, trouve je disais, c'est très difficile, ouais, ouais, ouais. Alors, il y a Laurence qui demande si vous allez continuer à écrire des romans policiers ou pas. Est-ce que ça va revenir? Alors, il s'avère j'en ai un qui va sortir au mois d'avril de cette année. Mais c'est un roman policier particulier puisqu'il est dans le cadre d'une commande. Alors, j'écris pas à la commande, j'écris vraiment ce que j'ai envie d'écrire. Mais là, on m'avait demandé très gentiment d'écrire un roman qui s'inscrive dans la série La fille du poulpe. Je sais pas, peut-être que vous connaissez. C'est un éditeur de Montpellier justement qui s'appelle Moby Dick. Et et là, au début, j'étais pas forcément emballé par l'idée. Et puis finalement, j'ai accepté parce que j'ai eu l'idée de faire un roman policier qui se passe en Irlande. Comme j'étais en train j'avais fini d'écrire l'étoile d'après, ça me permettait de rester un petit peu plus sous le ciel irlandais. Donc j'ai fait d'une pierre deux coups. Et comme j'avais fait des recherches sur l'IRA, eh ben, ça m'a permis d'alimenter l'écriture de ce roman-là. Donc oui, pour répondre à votre question, il y a un roman policier qui sortira en avril chez Moby Dick dans la série La fille du poulpe. Et sinon, par la suite, oui, je m'interdis pas
je sais jamais ce que je vais écrire à l'avance, hein. Comme je disais, j'écris vraiment à l'envie. Donc, si j'ai envie d'écrire un polar, j'écrirai un polar. Après, voilà, c'est vraiment, je- j'écris vraiment ce que j'ai envie d'écrire. Eh bien, c'est le moment de nous lire un second Ah extrait. oui, Charles, c'est à vous. je regarde si c'est le bon. Je crois que ouais, je me suis trompé de page. Attendez 2 secondes que je récupère la page. Je l'avais noté. Bon, je vais dire ce passage, tant pis. C'est pas le passage que j'avais prévu, mais on va improviser. Allez. Puis vint le jour de la cérémonie de remise des diplômes. Le monde entier semblait s'être dessiné un sourire de clown sur le visage. Moi, je me sentais toujours aussi seul, seul et vide. Un vide immense qui s'était creusé à l'intérieur de moi au fil des années. Ma jeunesse s'éloignait. On me poussait sans me demander mon avis vers l'âge adulte. Je voyais bien que j'allais devoir, désormais, me confronter au poids du réel, aux responsabilités. Je n'étais pas sûr d'être prêt. La plupart des autres étudiants étaient bien nés. Pour eux, le chemin était tracé d'avance. Ils étaient des héritiers qui allaient reprendre des affaires familiales, des chaînes d'hôtels, des cabinets d'études, des usines d'embouteillage. Moi, j'allais devoir me livrer à je ne sais quelle harassante singerie juste pour trouver une place dans une société qui n'attendait rien de moi. Déjà, durant mon enfance, mis à part ma famille et les époux Macmillan, j'avais eu l'impression que personne ne m'avait jamais réellement tendu la main. Au collège, l'histoire avait été la même. Je n'avais développé aucun réseau. Personne ne me connaissait. Personne ne me proposerait jamais de me faire monter dans l'ascenseur social. Seul, vide et sans avenir. Le constat était amer, et je n'avais pas encore 25 ans. C'est ainsi qu'une fois la cérémonie passée, je suis rentré chez nous, dans le Nord. J'ai rouvert la maison familiale et repris possession de la chambre que j'avais aménagée dans le garage. Il y faisait frais, presque froid. À la tombée du jour, une lumière dorée descendait en rayon d'une lucarne que Paps avait installée jadis au milieu du toit. L'air sentait la tourbe, le salpêtre et l'essence. J'aimais m'installer sur mon lit avec un livre et de la musique. J'écoutais la messe en si de Bach, des leaders de Schubert, ou bien encore Blue Train de Coltrane. Je lisais Demande à la poussière de Fante, ou Itinéraire d'un pêcheur à la mouche de Voltaire. C'était comme ça que je me sentais le mieux ou le moins mal. C'était comme ça que j'avais envie de traverser cette vie qui n'avait aucun sens. Merci, Charles. Merci. L'étoile d'après nous retient par la manche et nous pousse, dans un murmure, à regarder ce que nous croyons déjà vu. Il y a dans ce livre la grâce des petites choses qui parviennent à tenir tête à la grande histoire. Charles Aubert nous offre une pièce d'architecture intime, où chaque scène est un pavé posé pour soutenir le poids du souvenir. Le Donegal y est doublement pays, pays réel du vent et pays intime du manque. Nous mesurons la manière dont l'enfance fabrique ses propres constellations et comment l'on vit après leur chute. Ce qui frappe, c'est la confiance en la langue, en sa capacité à recueillir la douleur sans la dramatiser excessivement. On en sort apaisé et heurté à la fois, convaincu que le récit peut être une forme de réparation fragile mais nécessaire. Il nous rappelle que les romans peuvent, sans emphase, rendre visibles les zones d'ombre d'une histoire collective. Au fil des pages, l'œuvre installe une musique discrète et vous accompagne après le silence final. L'étoile d'après est donc à la fois une promesse et une commémoration, promesse d'une voix, commémoration d'une enfance, et il réclame du lecteur une écoute à hauteur d'homme, une patience et une vigilance qui sont après tout les vertus d'une véritable lecture. Vous y trouverez des étoiles rescapées, des rituels inventés, et la formidable preuve que la langue peut réparer doucement certains éclats. Merci Charles Aubert pour l'étoile d'après aux éditions Istia et compagnie. Merci à vous pour ce texte, pour m'avoir écouté aussi. Et puis j'espère que ça a intéressé les gens qui étaient derrière leur écran. Et voilà, je vous remercie infiniment en tout cas. Merci Charles, à très vite. Au revoir tout le monde.